département droit de l'environnement. Enfin, fais rien, Julia, c'est moi qui enregistre pour le replay. Pas de souci. il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne sais pas si j'ai un très très bon réseau parce que parfois ça coupe. Donc Nicolas, tu as mon numéro de téléphone. Si jamais ça ne passe pas, comme je ne vous vois pas, je ne verrai pas de regard effrayé de ne plus m'entendre. Donc voilà, donc FIDAL, un département droit de l'environnement qui intervient sur tous les sujets globalement. Je vous fais grâce de ce détail. Et il est vrai que depuis un certain nombre de mois maintenant, on travaille beaucoup sur la question du décret tertiaire, d'où cette présentation pour le côté juridique. Et peut-être je vais laisser François se présenter en introduction s'il le souhaite. Oui, bonjour à toutes et à tous. François Gruzel, je suis pilote responsabilité sociétale d'entreprise pour Enedis en Normandie. Donc Enedis, au travers de l'intégration des énergies renouvelables, des compteurs communicants, des réseaux intelligents, œuvre pour avoir un impact positif et accompagne l'ensemble de ses clients. Ici, au travers d'un petit outil qui va vous permettre de déterminer l'année de référence par rapport au décret tertiaire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, on a 1 heure. Alors 1 heure, ce ne sera évidemment pas suffisant pour rentrer dans le détail de ce dispositif éco-énergie tertiaire, pour utiliser son nom complet. Donc, ça sera plutôt une sensibilisation. Malgré tout, on va essayer de vous donner des outils un petit peu pratiques et de rentrer directement dans les sujets qui vont vous intéresser. Donc, le décret tertiaire, à titre introductif tout de même pour vous donner les circonstances de cette réforme, évidemment, c'est issu de toute l'évolution qui est liée au changement climatique et à divers textes qui soient européens, internationaux ou français. Donc, au niveau international, je ne remonte pas au protocole de Kyoto, mais on a les accords de Paris en 2015, au terme desquels, notamment la France, s'est engagée à maintenir le réchauffement climatique à un maximum de 2 degrés, avec un objectif de 1,5 degré. Pour parvenir à ça, on déploie depuis maintenant plus de 7 ans un certain nombre de dispositifs et de réformes. Au niveau européen, ça se traduit notamment par le Pacte vert pour l'Europe et en France notamment par la stratégie nationale bas carbone qui a pour objectif, qui reprend les engagements au niveau européen de l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc 0 émission nette en 2050, et de réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. Donc ça, ce sont les engagements, on va dire, au niveau général. Et ces engagements, ils se traduisent en France par un certain nombre de textes, de lois, de décrets, d'arrêtés ministériels. Je vous ai mis pour exemple et pour rappel une loi qui est assez importante, qui a été adoptée assez récemment, le 22 août 2021, qui est la loi climat, qui déploie, pas seulement au niveau énergétique, mais dans tous les domaines de la vie économique des Français, un certain nombre de réformes. Ça va de l'extension des compétences du CSE en matière environnementale à l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, etc. etc. C'est juste un point de rappel pour vous dire aujourd'hui que les textes sont nombreux. Je pense que vous vous en rendez très bien compte. Donc, on a de plus en plus de suggestions dans le domaine environnemental. Et évidemment, ce n'est pas pour être embêtant au niveau économique, c'est aussi surtout, je vous ai mis juste quelques dates, parce que au-delà de ces engagements internationaux et européens, la France et les pays européens se voient condamnés au niveau juridictionnel de plus en plus pour non-respect de leurs engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre et de transition écologique. Pour information, à l'horizon de décembre de cette année 2022, l'État français est sous injonction de réparer le dommage qui résulte du non-respect des engagements français en matière de changement climatique. Voilà, donc il y a une pression qui est extrêmement forte sur l'État français et du point de vue des engagements et aussi au niveau juridictionnel qui nécessite de prendre un certain nombre de réformes. Et le décret tertiaire fait partie évidemment de ces réformes. Alors à titre de sommaire, ce qu'on va voir
aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez toujours bien, Nicolas? Est-ce que c'est fluide? Juste pour Moi, j'ai une remarque de Servan, mais pour moi, c'est très bon. Donc, voilà. Ok, très bien. Il y aura Rico. Lance-toi parce qu'on est bien avancé Parfait. dans le training. Ça marche. Le contexte législatif et réglementaire, le champ d'application et la mise en œuvre du dispositif. Donc, comme on est avancé dans le timing, je vais aller rapidement sur le contexte législatif et réglementaire. Un petit slide pour vous dire que on n'est pas, le décret tertiaire, c'est pas le début des prescriptions en matière d'économie d'énergie dans le tertiaire, mais c'est avec ce texte qu'on rentre vraiment dans le dur. Ce texte, il est issu d'une loi qui s'appelle la loi Elan en 2018 et qui donne déjà les grands objectifs qui sont principalement, vous les connaissez évidemment, de réduire à l'horizon 2030, donc une réduction échelonnée dans le temps sur plusieurs dizaines d'années, des réductions de consommation d'énergie finale. Je vous redonnerai la définition juridique exacte de ce terme. Donc de 40% à l'horizon 2030, 50% à l'horizon 2040 et 60% à l'horizon 2050. Donc tout ça est mis en musique, si je puis dire, par un décret. Dans sa première version qui a été annulée en 2017, et donc aujourd'hui on est sur la deuxième version, décret du 23 juillet 2019, donc c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire. Ce décret, qui est encore un texte assez général, il va se déployer, et là je vous l'ai mis, dans le support, c'est pas pour vous faire une liste à la travers des arrêtés ministériels, c'est pour que vous puissiez vous y reporter, parce que ces arrêtés ministériels, ce sont vraiment le mode d'emploi du décret tertiaire, donc tout est dedans. On a un certain nombre d'outils, outre ces textes réglementaires qui sont parus sur différents sites internet, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en synthèse, vous avez tout dans ces textes. Donc un arrêté méthode qui va donner les grandes définitions et les grands thèmes, si je puis dire. L'arrêté valeur absolue 1, on va y revenir, mais c'est cet arrêté qui va donner les objectifs, si on choisit le mode de calcul valeur absolue pour certains secteurs. L'arrêté valeur absolue 2 qui est paru tout dernièrement et le valeur absolue 3 qui n'est pas encore paru, et cela a des conséquences notamment sur la première date, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les principales échéances, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, donc c'est une réduction échelonnée, 40, 50, 60% des consommations énergétiques. Donc, évidemment, 2030, maintenant, c'est dans 8 ans, donc c'est extrêmement court. Et réduction de l'énergie finale. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie finale? C'est l'énergie qui va être délivrée au consommateur final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une cuve à fuel, on ne va pas prendre comme consommation le fuel que vous allez avoir acheté, votre facture de fuel, mais le fuel que vous allez avoir distribué pour alimenter votre chaufferie, etc. Donc, c'est ce qui arrive vraiment pour reprendre le décret, enfin, l'activité tertiaire de base, ce qui arrive pour alimenter les ordinateurs, la lampe de bureau du salarié, la climatisation, le chauffage, etc. Ce que les pouvoirs publics ont voulu prendre par priorité comme dépense énergétique principale, c'est la régulation de l'ambiance thermique générale et la ventilation des locaux. Donc ça veut dire le chauffage et la climatisation, et on rajoute après tous les autres usages généraux et spécifiques. Donc là, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Mais ce qu'on vise, puisque le secteur tertiaire, c'est aujourd'hui, avec le secteur résidentiel, le deuxième poste de production de gaz à effet de serre en France. Donc, et parmi ce qui est le plus générateur de gaz à effet de serre, c'est évidemment le chauffage et la climatisation. Alors, les principales échéances, donc on a une entrée en vigueur de décret tertiaire qui était au 1er octobre 2019. La première échéance initialement, elle était au 30 septembre 2021. Du fait du Covid,
cette première échéance, elle a été décalée d'1 an et donc on arrive au 30 septembre de cette année. Alors, je vais faire un spoiler, mais j'ai pas, je suis malheureusement pas dans le secret des dieux, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Mais vraisemblablement, compte tenu des difficultés et des pouvoirs publics, parce que je vous l'ai dit à l'instant, le décret valeur absolue 3 n'est pas encore paru. Il est prévu pour le dernier trimestre. Initialement, il était prévu beaucoup plus tôt. Ça prend plus de temps parce que cet arrêté valeur absolue 3, c'est vraiment celui qui va donner les valeurs absolues pour la quasi-totalité des secteurs d'activité. Il n'est pas prêt. Et surtout le secteur tertiaire. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de votre côté, mais en tout cas, pour notre part, là, depuis plusieurs mois qu'on s'en occupe, on est plutôt sur la question de l'assujettissement. Est-ce que oui ou non, je suis concernée par ce dispositif éco-énergie tertiaire plutôt que de rentrer dans le dur et d'aller sur Opérate tout de suite. C'est la même chose pour les communes, pour les collectivités. Donc, je suis Beau d'Or. J'ai été confirmée dans mon petit pari par un article très récent qui est paru sur Internet, qui dirait qu'on aurait un décalage de cette date, à voir si ça sera un décalage pour tout le monde ou uniquement pour les activités concernées par l'arrêté valeur absolue 3. Je pense qu'on en entendra parler prochainement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la première date, la première échéance, c'est le 30 septembre 2022. Pour faire quoi? Pour se connecter sur une base informatique de données que je vous détaillerai tout à l'heure, qui s'appelle Opera, et pour transmettre via cette base les premières données annuelles, donc 2020, puisqu'on a raté une année, et 2021, et déclarer toutes ces informations de référence et notamment donc s'identifier, obtenir l'identifiant unique bâtimentaire, etc. On y reviendra. La déclaration des modulations, elle se fera au 30 septembre 2026. J'y reviens aussi rapidement tout à l'heure. On va pouvoir moduler les objectifs en fonction des différentes contraintes que l'on pourrait rencontrer, notamment du point de vue de son bâti. Et ensuite, évidemment, les 3 échéances principales qui correspondent aux 3 contrôles de vérification de l'atteinte des objectifs, fin d'année 2031, 2041, 2051. Voilà pour les échéances. On passe tout de suite au champ d'application. Donc là, je ne sais pas si je m'arrête en fonction des questions ou si on prend les questions à la fin. Peut-être que par souci de cohérence, on prendra peut-être plutôt à la fin pour être efficace. Et j'essaye d'avancer rapidement. C'est ma préférence, Julia, ouais, effectivement. Vas-y, ça marche, très bien. On aille directement dans l'opérationnel. Ok, alors, les conditions d'assujettissement, alors c'est un peu une lapalissade, c'est comme ça que ça a été défini. De quoi on parle quand on parle du secteur tertiaire? Eh bien, on ne parle pas du secteur primaire et du secteur secondaire. Donc, c'est vraiment une définition par la négative. Donc, on exclut tout ce qui est activité d'exploitation de ressources naturelles, extraction, élevage, pêche, etc. Et le secteur secondaire, donc le secteur principalement de la transformation et de la construction. Donc, le secteur tertiaire, attention, les activités tertiaires sont définies et considérées de manière extrêmement extensive par les pouvoirs publics. Ça n'est pas évidemment que les activités de bureau. Cela va concerner les services publics, l'enseignement, la justice, l'hôtellerie, les surfaces de vente, les jardineries, les entrepôts de logistique et de stockage, notamment si vous êtes industriel et que vous avez du stockage, il y aura une partie à prendre en compte. Voilà, les blanchisseries, le stationnement, on vous a mis une petite liste, mais en fait, il faut considérer que si vous n'êtes pas une industrie et encore, et si vous n'êtes pas dans le secteur primaire, vous allez être concerné sous réserve que eh bien, vous entriez dans les critères qui ont été fixés. Et donc, hormis le fait d'avoir une activité tertiaire, le premier critère, c'est de disposer d'une surface donc dédiée à une activité tertiaire qui va être de plus de 1000 m². Et là, attention, parce que ce qu'ont prévu les pouvoirs publics, c'est pas de définir cette surface en fonction de votre activité à vous, mais de la prendre à l'échelle d'un bâtiment, d'un bâtiment d'une
site d'une unité foncière. Donc, on va avoir plusieurs échelles pour prendre en compte ce critère des 1000 mètres carrés. Et donc, ça signifie, si on considère à l'échelle du bâtiment, que si vous êtes dans un immeuble qui est entièrement dédié au secteur tertiaire, mais que vous ne louez une surface de bureau que de 200 mètres carrés, vous allez être concerné. Donc, vous allez être... Attends, Julia, juste, je pense... micro. Ouais. Alors, une petite redite pour tout le monde. Si vous pouviez couper vos micros pour que ça puisse être fluide. Tout le monde coupe les micros, à part les intervenants, bien sûr, et moi-même. Merci. Allez, vas-y, Julia. Merci beaucoup. Voilà. Donc, premier point d'attention, je peux tout à fait avoir une surface, pour ce qui me concerne, qui est inférieure à 1000 mètres carrés, et pourtant, je vais être concernée par ce dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, les bâtiments concernés, c'est tout bâtiment donc, qui vont héberger exclusivement des activités tertiaires, mais pas uniquement. Donc, tous les autres bâtiments à usage mixte, sous réserve que la surface plancher, c'est la surface de base que l'on prend, mais on peut prendre aussi d'autres types de surfaces, mais en tout cas, par principe, c'est la surface plancher. Si cette surface est supérieure à 1000 mètres carrés pour les bâtiments à usage mixte, ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes sur un immeuble, évidemment, qui a en rez-de-chaussée une boutique, au premier étage des logements et puis dans les étages supérieurs des bureaux, évidemment, on va s'intéresser à la surface plancher des bureaux et on va exclure les surfaces du rez-de-chaussée du premier étage. Et ensuite, on va considérer aussi ce critère à l'échelle d'un site ou d'une unité foncière. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition juridique de ces notions. Je vais vous donner des outils vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner pour que tout cela soit précisé. Pour faire simple, en synthèse, vous allez prendre un site, si vous êtes un site industriel avec plusieurs bâtiments, on va exclure les surfaces des activités industrielles. Par définition, le process n'est pas concerné. En revanche, si vous avez une cantine, des locaux de restauration ou de la logistique ou même donc, du stockage à proximité de votre activité de process, on va cumuler toutes ces surfaces pour savoir si on dépasse oui ou non les 1000 mètres carrés. Donc, ce qu'on nous dit dans les webinaires et les différentes formations qui ont été organisées par l'ADEME et par le ministère, c'est qu'en réalité, dans le secteur tertiaire, il y a autant de cas particuliers que d'activités. Donc, vous vous doutez bien que l'assujettissement, ça suscite énormément de questions. Et parfois, en tout cas dans un premier temps, c'est difficile d'y voir clair, mais les notions principales sont celles-ci. Petit point d'attention, je vous ai parlé de la loi climat tout à l'heure. Au départ, le décret tertiaire ne s'appliquait pas aux bâtiments neufs. À compter de cette loi, les bâtiments neufs sont également concernés. On pourra prendre l'une des 3 premières années comme base pour définir les objectifs. Donc, on a juste 2 secondes pour te dire que, et pour dire aux auditeurs que la question concernant le fait de savoir si 400 mètres carrés, je suis ou pas concerné, il est prévu que tu y répondes à la fin. On est d'accord sur le… Oui. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Pas de panique, ça va venir. Okay. Oui. Bon, je vais peut-être, on va la traiter tout de suite, comme ça sera fait sur les 400 mètres carrés de surface de vente, si ma mémoire est bonne, parce que je ne suis pas sur ton mail, Nicolas. Mais en fait, vous vous êtes posé la question en disant, très bien, mais on a un arrêté valeur absolue qui nous dit qu'on est concerné, sauf que la surface, ça concerne les surfaces de vente inférieures à 400 mètres carrés. Oui, mais c'est surface de vente. Donc, la surface de vente n'est pas la surface qui est prise en compte dans la définition du critère. Je vous ai parlé de surface plancher. Donc, à la surface de vente, quand on a une supérette ou une jardinerie, peu importe, qui a moins de 400 mètres carrés, on va y ajouter le stockage. Donc, on a généralement des surfaces du local attenant pour stocker ces différentes marchandises. On va pouvoir y adjoindre différents autres, hormis le logement, différentes autres surfaces. Donc, ce qui explique que réglementairement parlant, les pouvoirs publics aient prévu ce cas des surfaces de vente inférieures à 400 mètres carrés. Je ne sais pas si j'ai été très claire, on en reparlera à la fin. Julia, juste pour être clair,
400 mètres carrés de surface de vente sans entrepôt de stockage, vraiment 400 mètres carrés sur la parcelle foncière, n'est pas assujetti. Par contre, il y a des bâtiments attenants assujettis si on monte jusqu'à 1001 mètres carrés. Mais pas seulement pour soi. C'est-à-dire que ce D'accord. qu'il va falloir regarder, c'est le bâtiment. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stockage, vous avez un flux tendu sur votre vente, donc vous avez bien 390 ou 400 mètres carrés de surface de vente, mais dans votre bâtiment, par ailleurs, il y a des bureaux au 4e étage, parce qu'il y a une société qui est installée là et qui a des bureaux, et elle a 650 mètres carrés et on tombe à 1050 mètres carrés. Là, on est assujetti, tout le monde est assujetti, et on va voir dans quelle mesure, juste après, dans quelle mesure chacun doit prendre sa part finalement des déclarations et de l'atteinte des objectifs. OK. Voilà. Les conditions, donc la suite des conditions d'assujettissement, donc les personnes assujetties, donc j'y ai fait référence là juste à l'instant, donc on parle de qui? Le texte nous dit, ce sont les propriétaires des bâtiments et des parties de bâtiments et le cas échéant, les preneurs à bail. Alors très honnêtement, moi dans un premier temps, le cas échéant, je l'ai interprété comme étant par priorité la responsabilité des propriétaires et puis les preneurs à bail si c'est organisé dans le contrat de bail notamment. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que l'interprètent les pouvoirs publics. Eux, le cas échéant, c'est uniquement, ça prévoit l'hypothèse de et si éventuellement on a un preneur à bail. Donc, bien sûr, si on n'a pas de locataire, ça va être que le propriétaire qui va être concerné. En revanche, à partir du moment où il y a un locataire, il va être concerné. Donc c'est vraiment, c'est une responsabilité, le pouvoir public nous dit c'est une co-responsabilité. Donc propriétaire, preneur à bail, ensemble, avec les autres parties prenantes, et notamment, donc ça va être les occupants, y compris jusqu'aux salariés, on va le voir également, les syndicats de copro, etc. Le modus, le mot d'ordre de cette réforme, c'est faire équipe. Donc, c'est de travailler tous les uns avec les autres. Alors, ce qui, nous, dans notre quotidien concret, n'est pas forcément simple, puisqu'on sait très bien que tout le monde ne s'entend pas forcément très, très bien, mais c'est de se parler et d'organiser des espaces d'échange pour arriver à respecter tous ensemble ce dispositif. Les modalités de calcul maintenant, donc j'ai brièvement fait référence tout à l'heure. On a deux modes de calcul possibles. Donc il va falloir atteindre soit les objectifs fixés par l'un, soit les objectifs fixés par l'autre. Un premier mode de calcul qui est fixé en valeur relative, c'est-à-dire qu'on va choisir une année de référence qui ne peut pas être antérieure à 2010, et qui va ne pas pouvoir être 2020. De toute façon, très honnêtement, je pense que personne ne l'aurait choisi, puisque c'est l'année où les bâtiments n'étaient pas occupés, puisque c'est l'année principalement impactée par le Covid. Et donc, on va prendre, hormis ces 2 années, une année de référence. Alors évidemment, on pense en premier réflexe à l'année où on va avoir le plus consommé. Et puis, on va définir la réduction échelonnée de ces consommations énergétiques à partir de cette année pour les fameux 40, 50 et 60%. Donc ça, c'est un premier mode de calcul. Et le second mode de calcul, donc c'est le calcul en valeur absolue. Donc la valeur absolue, c'est une valeur qui est fixée, je l'ai dit, par arrêté ministériel. Donc, quand on dit valeur absolue 1, 2, 3, les arrêtés ministériels, ce sont ces arrêtés qui fixent la valeur absolue par secteur d'activité, parce qu'il est bien évident que vous avez des contraintes totalement différentes si vous avez des activités de bureau, des activités de logistique, des entrepôts non chauffés. Les entrepôts non chauffés sont concernés d'ailleurs, petit aparté. Donc voilà, donc cette valeur absolue, elle va devoir être atteinte décennie par décennie, donc elle va être fixée par arrêté ministériel. Ce qui est conseillé là dans un premier temps pour opter sur le mode de calcul, ça va être si vous n'avez jamais fait de travaux de rénovation, de travaux d'amélioration énergétique dans vos bâtiments, sur vos surfaces, on va conseiller dans un premier temps de prendre ce mode de calcul en valeur relative. Et si vous avez fait des travaux en valeur absolue, parce que là, il sera plus avantageux pour vous. Voilà pour ces deux méthodes. Brièvement, on a, juste pour vous dire qu'on peut moduler, je l'ai dit tout à l'heure, ces objectifs de réduction de consommation.
Il y aura des possibilités de modulation, notamment si vous avez des contraintes techniques, architecturales, bâtiments de France, etc. Si vous avez changé d'activité, et là, deuxième aparté, sachez qu'à partir du moment où votre activité va être concernée par le décret tertiaire, c'est-à-dire que vous allez avoir dépassé les 1000 m² un jour, si la surface est réduite à l'avenir, c'est-à-dire qu'on retombe en dessous des 1000 m², le bâtiment, le site, le bâtiment à usage mixte sera toujours soumis au décret tertiaire. Le leitmotiv, c'est assujetti un jour, assujetti toujours, je crois avoir entendu, parce que les pouvoirs publics considèrent que, comme tout le monde est gagnant, avec ce dispositif, on le verra, mais évidemment, réduire ses consommations d'énergie, c'est faire des économies par nature. Donc, la surface sera toujours assujettie. Et donc, pour la modulation, si le coût global des actions à mener est vraiment disproportionné, ces objectifs seront modulés. Sachez quand même que ce dont on parle avec le décret tertiaire, l'objectif n'est pas de vous faire modifier le bâti, le gros œuvre, ce n'est pas l'objectif, il y a d'autres réglementations pour cela que vous connaissez sans doute également. L'objectif de ce dispositif éco-énergie tertiaire, c'est par priorité de modifier les usages. Donc de devenir, le mot très à la mode, sobre en consommation énergétique. Donc, on pourra moduler. Et il va falloir, pour obtenir la modulation, ça reste quand même un dispositif réglementaire, élaborer un dossier technique qui sera communiqué en 2026, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La mise en œuvre donc, du dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, première, et puis après, je passe tout de suite la parole à François, mes premières observations. Pour vous dire que donc, on a une plateforme informatique qui a été créée par l'ADEME. Elle est portée par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Cette plateforme, elle s'appelle Opéra. C'est sur cette plateforme que vous allez faire la totalité de vos déclarations. C'est cette plateforme qui va générer votre attestation annuelle. Vous allez avoir votre notation, on va y revenir. Dans un premier temps, cette plateforme, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle contient une mine d'informations, de webinaires. Je fais de la pub pour les webinaires de l'ADEME parce qu'ils sont très bien faits, ils sont complets, donc n'hésitez pas. Il y a une foire aux questions. Vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui, peut-être. Vous pouvez poser ces questions à l'ADEME et voilà. N'hésitez pas, je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est très bien fait et vous aurez une vision complète du dispositif. Voilà, François. Julia, avant oui. que François ne prenne la parole, on aura des questions sur la surface à prendre en compte, on y répondra à la fin. J'ai quand même juste une question sur qui va faire l'arbitrage sur les objectifs qui pourraient être modulables, qui va arbitrer pour apprécier les contraintes techniques du bâtiment ou le caractère disproportionné des actions menées. Alors, il y a un adhérent qui nous répond éventuellement arbitrage égal réel, mais comme tu es là, je voudrais que tu fasses le juge de paix et que tu nous donnes vraiment la bonne info si tu l'as. Alors, à vrai dire, pour l'instant, c'est pas encore, en tout cas aux dernières nouvelles, c'est pas encore très clair. Ça va pas être les DREAL, même s'il va y avoir un référent DREAL. Donc, il ne faudra pas hésiter à trouver son identité sur les sites parce qu'il y aura les infos. Ça serait les DDT qui seraient autorités de police. Voilà. Mais ça fait partie des choses, en tout cas à ma connaissance, qui n'ont pas été encore actées aujourd'hui parce qu'on lance le dispositif, mais c'est évidemment très complexe à mettre en œuvre, donc ça prend plus de temps. Voilà. Donc, par hypothèse, je vous dirais les DDT, qui feront les contrôles et qui… bon, après, c'est porté aussi avec l'ADEME, qui est le sachant technique sur la question. Les DREAL sont aussi très partie prenante sur la présentation du dispositif. Vous avez pas mal de webinaires aussi, donc je pense que tout ça cumulé, ça devrait un écosystème là-dessus. aboutir à ça. Voilà. Ok, on se laisse un petit peu de temps à la fin pour les autres questions et puis on laisse la main. Très bien. On fait une passe décisive à François. C'est parti. Merci. Donc, vous avez compris que vous allez devoir, si vous optez pour l'année de référence, le premier mode de calcul, retrouver toutes vos consommations sur les années passées.
Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller chercher dans vos archives, consulter votre espace client et vous pouvez aussi remplir le fichier qui va vous être transmis suite à cette réunion, à ce webinaire, où on va vous transmettre pour vos points de référence l'ensemble de vos consommations année après année. Donc, vous avez vu que l'échéance est très courte pour renseigner du coup l'année de référence. Nous, on met quelques jours à vous répondre. Donc, voilà, on est encore dans les temps si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, comment ça se présente ? C'est un fichier que vous allez remplir et que vous allez envoyer à l'adresse qui est affichée, dct-décret-tertiaire@enedis.fr. Vous verrez dans le fichier qu'il y a un petit mode d'emploi qui récapitule un petit peu comment il faut remplir le tableau et ce qui revient. Donc voilà, il y a un petit onglet mode d'emploi. La dernière chose, c'est ce qui vous est retourné quelques jours après. Donc, vous avez vos différents points de mesure et vous allez avoir année après année, donc dans toutes les colonnes que vous voyez par la suite là, les consommations énergétiques d'électricité là sur tous les créneaux, enfin tous les types de consommation année après année qui vont vous permettre de déterminer la bonne année de référence. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis quelques jours pour le délai de réponse. Ne tardez pas, n'attendez pas, si ce n'est pas déjà fait, l'éventuelle prolongation en attendant valeur absolue 3. Et voilà. Je vous remercie. Sachant que… Merci François. Sachant que… Oui, bien sûr. Je voudrais juste faire une incise. Je vous envoie tout de suite le formulaire de demande par mail. Ça, c'est pour les consommations électriques. Je vais faire une transition pour Julia. On peut aussi ajouter les consommations de gaz. C'est une autre procédure. Donc, je vais vous donner le lien aussi pour avoir à peu près la même procédure, c'est-à-dire un fichier Excel à remplir pour avoir les consommations de gaz sur les 10 années. Et transition pour toi, Julia, on m'avait posé la question de savoir si les consommations de fuel pouvaient être ajoutées. Voilà, donc quels sont les types d'énergie qui rentrent en compte? Tout est concerné. Voilà. Tous les types d'énergie sont concernés. ELEC, donc là, on a la solution d'Enedis. Gaz, je vais vous envoyer la solution de GRDF. Et fuel, là, pour le coup, je n'ai pas d'outil centralisé, ce sera à vous de faire. Et je te laisse la main, puisqu'il y a soit des questions, soit des compléments de ta part. Voilà, j'envoie les mails en attendant. À tout de suite. Voilà, ce qui est pris en considération comme données, c'est le kilowattheure par mètre carré. Donc, ça concerne tout type d'énergie. On a vu que ce qui compte, c'est les usages. Donc, ça va concerner, y compris quand on a un fournisseur d'énergie renouvelable. On n'est pas exonéré si on utilise de l'énergie qui a une origine renouvelable, avec les fournisseurs effectivement que l'on connaît. La seule exception à ça, ça sera quand on a de l'autoconsommation sur son propre site. Donc, on autoconsomme l'énergie produite sur le site. Celle-ci, elle ne sera évidemment pas à prendre en compte et à déclarer. Tout le reste, ça doit être communiqué. Je vous renvoie, ce n'est pas par facilité, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de refaire une redite de choses qui existent déjà. Donc, autant être efficace. Quand vous allez aller sur Opéra, vous avez un module de formation, un pas à pas qui a été réalisé par l'ADEME sur Opéra. Pas à pas, vous avez à chaque écran qui est ouvert, qu'est-ce que vous devez remplir, comment vous devez le remplir, comment est-ce que vous allez transférer vos fichiers si vous en avez, déclarer directement dans les cases prédéfinies si vous n'avez pas de fichier à transférer. Donc voilà, ce pas à pas, il est d'ores et déjà en ligne, donc je pense que c'est un bon outil pour être accompagné dans sa première déclaration, parce qu'évidemment, c'est assez complexe quand on ne s'y connaît pas par principe. Voilà, donc là, brièvement, la transmission des données sur Opéra. Donc, cette date limite, effectivement, elle est très proche.
moi, honnêtement, je ne vois pas comment… Alors déjà, c'est une date qui est impérative parce qu'elle est fixée par décret. Maintenant, je ne vois pas comment elle va pouvoir être respectée. Le 30 septembre, c'est demain. J'ai ouï dire, et même de notre côté, pour nos clients, personne n'est prêt. Donc, je ne vois pas comment ça pourra être le cas. Alors, évidemment, il vaut mieux l'avoir fait à cette date-là. Moi, je pense, mais après, c'est un pari que j'ai fait, qu'on aurait un décalage ou à tout le moins, comme on le voit souvent sur les dispositifs environnementaux, une tolérance de quelques mois. On l'a vu dernièrement sur Track Déchets pour ceux qui gèrent des déchets. On a des tolérances, on a ce que l'administration appelle une période de tuilage, parce qu'évidemment, personne n'est prêt, y compris les pouvoirs publics, à l'échéance donnée. Donc, la chronologie du processus, rapidement, hein, vous allez créer un compte, vous allez rentrer les comptes utilisateurs. Alors, attention, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous allez devoir rentrer des données, sauf si vous avez organisé contractuellement le fait que le propriétaire ne rentrerait strictement aucune donnée. Nous, on a déjà rédigé des clauses dans les avenants. Vos commerciaux ou propriétaires ne voulaient absolument pas s'occuper de quoi que ce soit. Donc ça, il n'y a pas d'obligation que le propriétaire déclare, mais par principe, il va quand même déclarer les données sur son bâtiment, parce qu'évidemment, c'est lui qui les a. Et puis, l'obligation qu'il a, en revanche, réglementairement parlant, c'est de communiquer l'identifiant unique bâtimentaire, hein, qui va être l'identifiant qui va être renseigné par Opéra, et qui va permettre aux futurs locataires de retrouver les données qui ont été déclarées sur la surface, l'entité fonctionnelle assujettie. Je vous avais dit, je vous ferai grâce, mais en tout cas, entité fonctionnelle assujettie, c'est l'établissement. C'est par là par ce mécanisme c'est ce terme et cette entité que l'on va prendre pour déterminer les assujettis. Donc, créer compte utilisateur, renseigner les données patrimoniales et puis après, renseigner ces données de consommation, sachant que si le propriétaire, lui, a les données sur le bâtiment, dans 90% des cas, c'est quand même le locataire qui paye ses factures d'énergie, donc c'est le locataire qui les a. Donc, généralement, c'est quand même le locataire qui va faire la déclaration. On va y revenir. Donc, les données obligatoires, hein. Donc, on l'a dit, identification de l'assujetti, les données bâtimentaires, la situation de référence, donc l'année de référence qu'on va avoir pris, le type d'activité, tout ça, ce sont des données obligatoires. De toute façon, vous ne pourrez pas avancer sur Opéra sans avoir rempli ces données. Et évidemment, les consommations annuelles, hein, donc chaque année, on va renseigner sur Opéra ces consommations annuelles. Donc, ça va nécessiter un petit peu de travail, un peu de travail, quoi qu'il en soit. Donc, et les données facultatives, c'est le système constructif, l'enveloppe du bâtiment et puis certaines dispositions techniques qui ne seront pas obligatoires d'être renseignées. L'identification de la qualité des assujettis, donc je vous ai dit, hein, il va falloir identifier toutes les parties prenantes, le propriétaire, le preneur à bail. Si on a, parce qu'on a évidemment des consommations énergétiques dans les communs, donc les associations de copropriété, etc., tout ça va être identifié. Je passe rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai insisté, il y a une co-responsabilité. Alors très honnêtement, on est dans un mécanisme juridiquement qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Habituellement, on a un assujetti principal, puis il peut déléguer sa responsabilité sur d'autres personnes en fonction des interventions de chacun. Là, ce qui est prévu, c'est que c'est assez flou en réalité, et de manière volontaire par les pouvoirs publics, c'est que tout le monde va être responsable. Pourquoi? Parce que le ministère s'est dit que si tout le monde travaillait ensemble, a priori, on aurait quand même des chances que ça fonctionne un peu mieux. Alors ça, en tant qu'avocate, je dis juste que c'est sous réserve que tout le monde s'entende. Mais si on voit le verre à moitié plein, c'est vrai que les espaces de communication et les transferts d'informations qui vont être organisés vont participer à l'atteinte des objectifs. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les pouvoirs publics sont partis du principe, et ça, en tout cas, à moi, à titre personnel, j'y tiens beaucoup sur cette réforme, sont partis du principe que tout le monde était gagnant. Alors, c'est sûr qu'à première vue, c'est complexe, Opéra, c'est complexe.
Donc, on se dit, ça fait encore une ligne de tâches à réaliser dans mon activité qui n'est pas qu'une activité documentaire, mais où j'ai aussi mon activité commerciale et ma société à faire fonctionner. Malgré tout, on est sur un contexte que vous connaissez parfaitement, de crise énergétique. Donc, on n'est plus seulement sur des objectifs de transition écologique, mais évidemment de réduction de ces consos d'énergie avec des prix qui vont augmenter. Donc, ce qui a été subodoré par les pouvoirs publics, c'est qu'évidemment, comme vous feriez et on ferait tous des économies d'énergie, on parviendrait mieux à respecter ces objectifs tous ensemble. Donc, voilà, ça c'est pour un petit peu le laïus de l'équipe qu'il faut former. Quelques outils juridiques sur lesquels se baser pour la mise en œuvre de ce dispositif. Alors, moi, je ne me renie pas, je suis juriste, donc je vous conseillerais évidemment de rédiger des avenants à vos baux commerciaux. Ça me semble prioritaire. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait faire équipe, c'est très très bien, mais il y a le qui fait quoi. Et le qui fait quoi, il faut quand même que ça soit écrit. Le meilleur espace juridique pour que tout ça soit écrit est malgré tout un peu contraignant, parce que ces objectifs, ils sont assortis de sanctions, on va le voir, qui sont très symboliques, mais surtout, ils sont assortis d'objectifs qui vont être visibles par le public, donc là, pour le coup, qui vont être susceptibles d'atteindre l'image de la société. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et donc, pour respecter ces objectifs, au-delà des économies qu'on va faire, il va quand même falloir prendre une feuille et puis écrire qui fait quoi. Donc, le meilleur support, à mon sens, c'est le contrat de bail, les avenants. Donc, qui va prendre en charge ça, c'est du droit des obligations basiques. Les grosses réparations, ça va évidemment être donc les gros travaux, s'il y a besoin d'en faire. Ça va être le propriétaire. Donc principalement, tout ce qui revient habituellement au propriétaire via le bail. Et puis, ce qui va revenir au preneur, au-delà de la question d'être économe en énergie, concrètement, ça va être l'utilisation, ça va être l'usage ou l'entretien, on va dire, quotidien des équipements. Et donc ça, généralement, c'est tout de même défini, puisque maintenant, avec la loi Pinel, c'est quand même beaucoup plus clair dans vos baux commerciaux. Donc, le locataire a un certain nombre de choses à faire qu'il connaît. Et voilà, donc ça va être le locataire qui va prendre surtout en charge les usages. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, notamment sur les usages des salariés, parce que là non plus, ce n'est pas si simple. Les leviers d'action, donc la performance énergétique des bâtiments, ça par priorité, c'est quand même le propriétaire. L'installation d'équipements performants, dispositifs de contrôle et de gestion active, ça peut être dispositif de contrôle et de gestion active, ça peut être le locataire ou le propriétaire. Enfin, en première intention, on se dit que c'est le propriétaire. Également, c'est organisé par le bail. Sachez que dans les modules et dans les communications qui ont été faites jusqu'à présent, on n'a pas en résumé l'ensemble des aides qui sont mobilisables, mais ça arrive bientôt. Donc, on va pouvoir déployer un système d'aide et de financement qui vont permettre d'améliorer, au-delà d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, là ça existe déjà très bien en place, d'améliorer les consos d'énergie finale vraiment concrètes dans les usages de vos bâtiments. Modalité d'exploitation, l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie, et désolé pour la slide à peu près illisible, et pourtant c'est important, le comportement des occupants. Bon, et alors un petit mot là-dessus. Pourquoi on s'est attaqué au secteur tertiaire au-delà des émissions de gaz à effet de serre? C'est qu'on s'est aperçu que les bureaux, les activités tertiaires, finalement, les usages qui en étaient faits, c'était des usages qui n'étaient pas forcément vertueux, pour le dire de manière très triviale. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas chez eux. Et on est quand même plus, on va dire, moins vigilant à bien éteindre sa lumière, à bien baisser sa clim ou son chauffage quand on n'est pas chez soi et que ce n'est pas l'occupant qui paye directement les factures. Donc là, il y a un levier important d'action parce qu'il est vrai qu'il va falloir aussi que cette équipe, elle concerne les salariés et les occupants. Et donc, il y a tout un pan en droit social qui me semble très important à mettre en œuvre
vraiment en sensibilisant, voire en modifiant différents textes qui encadrent l'activité des salariés. Voilà brièvement sur ce sujet. Il y a, pour ceux qui étaient concernés jusqu'à présent, un outil qui est intéressant au-delà du bail, qui est l'annexe environnementale, donc le bail vert, donc cette annexe qui était présente dans tous les baux depuis le demi-mètre carré de bureau. Alors, au-delà de ceux qui sont concernés et qui connaissent sans doute déjà l'outil, allez-y, je vous ai mis les références, voir comment c'était fait l'annexe environnementale, parce que finalement, c'est une bonne source d'inspiration pour vos avenants à baux commerciaux. Il y a tout un système de transfert de l'information qui est déjà très clairement établi et qui pourra vous inspirer dans la rédaction de ces nouvelles clauses. Un petit focus sur en cas de changement de locataire. Évidemment, s'il y a plusieurs locataires successifs, alors je ne vous dis pas en tant que juriste les hypothèses auxquelles on réfléchit, qui sans doute qui couvriront pas la réalité, mais on essaye toujours de trouver un maximum de cas pratiques. Donc la question, c'est finalement, les pouvoirs publics ont dit quand on a un locataire qui s'en va, il ne sera plus concerné. Oui, sauf que si il a occupé les locaux pendant 9 ans et que le dernier locataire arrive, est-ce que ça va être au dernier locataire de prendre en charge l'atteinte des objectifs? Alors officiellement non. Officieusement, c'est pas si clair parce que la notation qu'on va retrouver sur le bâtiment, elle va concerner le dernier locataire de fait, et pourtant c'est pas lui qui aura occupé. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est des déclarations, évidemment, c'est le locataire qui est dans les lieux qui s'occupe de ça. Je vous ai parlé d'identifiant bâtimentaire unique. J'y reviens pas pour se laisser quand même quelques minutes, le temps file à toute vitesse, de questions. Donc, sachez que dans le suivi et l'évaluation, il va y avoir donc une attestation numérique qui va être délivrée à partir du moment où vous allez avoir rempli vos données sur Opera, vous allez avoir cette attestation. Donc, elle vous sera envoyée automatiquement. Donc voilà, donc ça c'est une donnée qui va vous permettre de savoir où vous en êtes et à laquelle va être associée la notation énergie tertiaire. Donc ça c'est un outil qui est mis en avant par le ministère, parce que cette notation, donc, elle va permettre de suivre année après année, finalement, si vous parvenez aux objectifs, si vous êtes sur la bonne voie ou si vous n'y êtes pas du tout. Et cette notation, elle va devoir être portée à la connaissance du public, portée à la connaissance des salariés, et va y avoir également certaines données qui vont devoir être communiquées lors de la cession des immeubles et pour les nouveaux baux. Donc, cette communication, en tout cas à mon sens, au-delà de la question des sanctions qu'on va voir tout de suite, je pense que c'est cette notation-là qui est la plus impactante sur l'image de la société à laquelle il faudra être évidemment très attentif. Et un dernier mot, donc brièvement sur les sanctions encourues, je reste 30 secondes dessus parce qu'à mon sens, c'est vraiment pas le cliquet incitatif de cette réforme, parce que les amendes sont vraiment totalement symboliques, 1 500 € pour les personnes physiques, 7 500 € pour les personnes morales. Alors autant de fois qu'il y aura d'infractions, mais très honnêtement, ça reste quand même très limité. Il y a un nouveau dispositif que vous connaissez sans doute qui s'appelle le name and shame, qui est de plus en plus utilisé en environnement. Alors là, c'est important, ça recoupe l'image de l'entreprise. Si il y a des comportements qui ne respectent pas ce dispositif, il y aura une publication sur les sites internet des services de l'État. Et alors attention à ça parce que le nouvel outil des associations promotrices de l'environnement, j'en ai parlé au tout début de cette intervention, c'est un outil maintenant qui est juridictionnel, c'est-à-dire que tout ce qui est communiqué sur les bases de données publiques est utilisé pour pousser les acteurs des secteurs à être plus vertueux et donc qui est utilisé notamment dans le cadre de recours. Donc évidemment, si vous êtes un tout petit occupant, vous ne serez sans doute pas concerné par le name and shame, même si ce n'est pas très agréable de voir son nom sur le site internet de la préfecture. Si vous êtes un gros acteur du secteur, il va falloir faire très attention parce que ça sera utilisé à votre encontre sans doute. J'en ai terminé pour les
le support. J'espère ne pas avoir parlé trop vite, même si j'ai essayé d'être rapide. Et on va peut-être engager les questions. Alors, Julien, Et si tu me permets arrêter le de, partage. Oui, si tu me permets de reprendre la main, juste donc une bien info. sûr. J'arrête le partage, par contre. Hop, Ok. Vous comme devriez ça, je vous vois. avoir reçu le mail avec le fichier Excel pour envoyer les données à Enedis. Donc, on vous enverra l'adresse email. Si vous avez des questions sur ce sujet, ben, François pourra être. Pour l'instant, il n'y en a pas, François. Le replay s'est enregistré, ce webinaire, donc je vous enverrai le lien pour pouvoir revoir ça à tête reposée, pas de souci. Et puis, en ce qui concerne GRDF, il y aura la même opération à faire avec le même outil et une adresse email. Je vous l'enverrai à la fin du webinaire. Alors, maintenant, si on revient aux questions, je vais remonter un petit peu dans le chat. Julia, je te demande juste 2 petites secondes pour ne louper aucune question. Tu as déjà répondu, me semble-t-il, à la surface. En tout cas, on parlait des supérettes de 400 mètres carrés qui pouvaient être concernées. Tu as déjà répondu à cette question tout à l'heure. Donc, je redescends un tout petit peu. On me parle, alors je pense que tu y as répondu. Hein. On te pose la question, si le bâtiment n'a qu'un an, la valeur de référence est obligatoirement cette seule année disponible. C'est bien ça. Pour moi, si le bâtiment n'a qu'un an d'existence, il n'est pas concerné par le décret tertiaire. Je parle sous ton contrôle. Il est concerné. Les Ah, bâtiments neufs sont concernés. d'accord. Vous aurez 3 ans pour choisir. D'accord. Et donc, pour répondre Donc, à il va cette falloir question… commencer à remplir ces données. Et puis après, on prendra, si on prend l'année de référence comme calcul, il y aura ces 3 premières années où on pourra choisir. Mais tout bâtiment neuf est concerné. Donc, s'il n'a qu'un an de ce bâtiment, eh bien, évidemment, la valeur de référence est obligatoirement cette seule année disponible. Non, elle pourra être choisie ultérieurement. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut faire, si vous avez un bâtiment qui est neuf, donc 1 an, vous allez sur Opéra, vous déclarez toutes les données d'assujettissement, entité fonctionnelle assujettie, etc., données bâtimentaires, etc., etc. Et après, on verra si vous choisissez l'année de référence sur les 3 premières années. Voilà. Okay. Mais vous êtes concerné. Autre question. Je suis propriétaire d'un plateau de 140 mètres carrés dans un immeuble de 1050 mètres carrés de surface de plancher. Alors, une déclaration s'impose. Voici, attends, alors, une déclaration s'impose. Voici ce que je comprends. Je dois déclarer mon locataire. Mon locataire… Attends, j'ai du mal à lire la question. Je recommence. Je suis propriétaire d'un plateau de 140 mètres carrés dans un immeuble de 1050 mètres carrés de surface de plancher. Alors, une déclaration s'impose. Voici ce que je comprends. Je dois déclarer mon locataire, qui lui doit aussi déclarer. Nous devons donc nous coordonner pour savoir qui déclare quoi, sans quoi il y aura des doublons. Comment tu réagis à ça? Il ne peut pas y avoir de doublon parce qu'il va y avoir un choix qui va être opéré dans qui va déclarer quoi. Donc, en fait, en fonction, vous êtes propriétaire occupant, vous êtes locataire occupant, et donc vous êtes locataire, vous avez décidé de déclarer vous-même vos données. En fait, les fenêtres s'ouvriront en fonction de ce que vous avez donc sur Opéra, en fonction de ce que vous avez à déclarer. Donc, a priori, il n'y aura pas de doublon, même s'il y en a, à la limite, ce n'est pas très grave. Alors, j'ai insisté un peu sur la notion d'équipe. Effectivement, il faut vraiment se mettre d'accord en amont, là, dès maintenant. Hein, mais il me semble que là, l'urgence, plutôt que de se stresser sur le 30 septembre, l'urgence, il me semble quand même, dans un premier temps, de prendre contact avec son locataire, ou si on est locataire, de prendre contact avec son propriétaire et de se mettre d'accord. Se dire, voilà, bon, on a des obligations tous les deux, même si, j'ai eu la question hier, même si le locataire, il s'en va en 2023, là, le locataire, il doit aujourd'hui, au 30 septembre, officiellement, déclarer ses consos de 2020 et 2021. Donc, on a des obligations. Hein. Il ne s'agit pas que de s'inscrire sur Opéra aujourd'hui. Donc, les données de consommation 2020 et 2021, même si vous partez dans 6 mois, même si vous avez donné votre préavis, etc., elles doivent être remplies. Donc, la première action, à mon sens en tout cas, à mettre en œuvre, c'est de se passer un coup de fil où nous, en ce moment, on écrit pas mal de courriers. Donc, on va dire que par priorité, c'est quand même le propriétaire
qui est censé savoir que ce dispositif existe et donc d'informer son locataire, mais on a vu beaucoup de locataires qui étaient beaucoup plus avancés, et de se dire, bon, on se met d'accord, qui prend, même si contractuellement, on ne le traduit pas dès maintenant, parce que rédiger un avenant, ça peut être long, et maintenant c'est dans 3 semaines, donc, mais au moins, le qui fait quoi dans un premier temps, récupérer vos données, regarder sur vos 10 années, effectivement, utiliser l'outil d'Enedis, et voilà. Donc chacun a sa partie à faire. Et moi, ce que je conseille, c'est que tout le monde aille regarder ce petit pas à pas là sur Opéra. Ça sera plus clair. Julien, merci. Je vais revenir vers toi, mais j'ai une question pour François. On me demande qu'est-ce que le numéro PRM, PDL a renseigné dans le fichier Excel? Alors, on a un premier onglet qui est mode d'emploi et donc en fait c'est une série de chiffres, 14 chiffres que vous retrouvez sur votre facture d'électricité dans les parties à gauche. Donc, voilà, il y a numéro de comptage, point de référence des mesures, point de livraison. C'est ça que ça veut dire PRM et PDL. Donc vous retrouvez ça sur votre facture et c'est 14 chiffres. Ne pas oublier le 0 parce que c'est souvent précédé d'un 0. Ok, François. Donc, je reviens sur Julien. Alors, si on crée ou héberge une activité primaire ou secondaire dans ces locaux de plus de 1000 m², cela permet-il de ne plus être assujetti? Vous voulez dire si vous tombez en dessous des 1000 m²? Bah, écoute, si vous changez d'activité? Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Alors, pour moi, ce que j'en ai retenu, hein, c'est que si vous avez toujours du tertiaire, mais que vous tombez en dessous des 1000 m², vous allez être concerné. Donc, vous serez toujours concerné. En revanche, les critères d'assujettissement, ils sont liés au type d'activité. Si vous avez du primaire ou si vous avez du secondaire, a priori, vous n'êtes pas assujetti. Donc, le changement d'activité va vous faire sortir du dispositif. À mon sens, parce que sinon, je pense que ça deviendra très compliqué. Si vous changez vos locaux de bureau en process industriel, vous sortirez du dispositif. Parce que ce n'est pas la vocation du décret tertiaire d'imposer des réductions de conso énergétique aux 2 premiers secteurs d'activité. Autre question, je les enchaîne un petit peu en mode ping-pong. Tu as peut-être déjà répondu en plus. Dans une usine, on doit prendre aussi vestiaire, algéco extérieur, stockage des matières premières, point d'interrogation. Alors, stockage des matières premières, si c'est votre stockage de produits finis en attente d'expédition, si c'est vos matières premières pour les introduire dans le process, non. Maintenant, ce que prévoit le texte, c'est que si vous avez du stockage de marchandises, donc matières premières ou produits finis de plus de 3 jours, entre 3 et 5 jours d'utilisation, il va falloir prendre les surfaces en compte. Voilà, donc c'est considéré comme du stockage pérenne, si je puis dire, donc activité de stockage à partir du moment où on dépasse 3 à 5 jours d'utilisation. Voilà, c'est un peu les mêmes critères que pour les installations classées, si vous êtes dans le secteur du stockage. Alors, une question qui peut s'adresser aux 2 intervenants. Je suis industriel avec stockage et bureaux supérieurs à 1000 m². Je n'ai qu'un PDL pour l'usine. Comment savoir la part électrique des lieux de stockage et bureaux? Eh bien, alors ça, pour l'instant, c'est une question qui n'est pas résolue, en tout cas pour moi. Il va falloir installer des sous-compteurs de ce que j'en sais. Et s'il n'y a pas de sous-compteur, il va falloir faire des calculs en vous basant et honnêtement en faisant appel à des bureaux d'études qui sont spécialisés. Parce que techniquement, moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, si on n'est pas à même de faire une séparation et d'avoir un sous-comptage, va falloir faire des projections. Oui, mais c'est moi qui ai posé la question. Et pour la période de référence, j'ai quoi? Parce que j'ai toujours pas j'ai toujours qu'un point de livraison en 2010 ou 2011. Oui. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'on a fait les travaux d'amélioration au niveau des stockages. Donc, on a des éclairages avec détection de présence. Donc là, on a déjà fait des économies. Donc,
Par rapport, oui, moi là honnêtement, hein, je serais en peine de répondre précisément à votre question. Je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est faire appel à un bureau d'études. Et c'est Je ne fais l'ADEME pas qui de la peut pub nous pour aider les bureaux là-dedans? d'études. Ah ouais, alors bureau d'études, si on parle secteur privé, mais en tout cas, si vous avez des questions, par priorité, oui, l'ADEME peut répondre. Après, l'ADEME, c'est général, donc je ne sais pas si la foire aux questions sur les questions très précises comme ça, sauf quand elles mettent en lumière un questionnement que plusieurs opérateurs sont susceptibles d'avoir, s'ils répondent en tout cas rapidement. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher là tout à l'heure, je parlais des référents de Réal et DDT dans vos départements et régions et aller leur poser directement la question. Ok, merci. Là, je vous en prie. Alors, une autre question. Si j'ai bien compris, le décret valeur absolue 3 fixera les valeurs à atteindre par typologie de bâtiment pour l'option valeur absolue. Oui. On a valeur absolue 1 et 2 ont fixé de mémoire la logistique, les bâtiments de bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire, secondaire, mais on est encore dans l'attente pour valeur absolue 3 de la majeure partie des secteurs économiques. Voilà, hormis ceux que j'ai cités. Okay. Et logistique réfrigérée est fixée aussi. Ok, j'avance encore dans les questions. On se laisse encore 10 minutes. Ça va pour toi, Julia, ou pas? Ou tu as d'autres? Très bien, très bien. Ok, non, parce que ça n'arrête pas d'arriver. Ça arrive en cascade. Pour la limite des 1000 m², doit-on raisonner sur l'ensemble des bâtiments sur un site ou par référence cadastrale? Alors, excellente question. Je ne suis pas rentrée dans le détail. En fait, on va raisonner par site ou par unité foncière. Donc, si vous avez des parcelles qui sont contiguës les unes aux autres et qu'elles relèvent de la même entité juridique, il va falloir prendre toutes les parcelles, donc toute l'unité foncière. Si on est sur un site, et notamment, par exemple, donc, le terme site n'est pas un terme juridique. Donc, c'est là que moi, en tout cas, en tant que juriste, je commence un peu à avoir des difficultés. Parce que quand on donne des généralités, ça va, mais quand on rentre dans le détail, ça devient plus complexe. Mais en tout cas, ce qui est dit, c'est que si vous avez en gros un site industriel, même s'il est séparé par une route, mettons, à partir du moment où fonctionnellement parlant, foncière, ou toutes les parcelles d'un site, si vous êtes sur un site. Julia, on a eu un petit peu de friture sur la ligne, c'est dommage. Ah mince, vous ne m'avez pas bien entendu? Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, j'ai eu un petit peu de friture sur la ligne. Mais écoute, on va, tant que ça ne répond pas pour l'instant, on va enchaîner. S'il y a eu un changement de société d'exploitation pendant la période entre 2010 et 2019, cela change quelque chose? Point d'interrogation. Non. OK. Non, c'est vous qui êtes exploitant aujourd'hui. Donc, c'est vous qui allez devoir aller à la pêche aux informations et renseigner les données, hein, sachant que vous n'avez pas besoin de renseigner toutes les données de conso énergétique des années jusqu'à 2010. Hein. Vous allez choisir votre année de référence. Alors évidemment, pour choisir l'année de référence, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on a consommé pour essayer de prendre l'année qui était la plus impactante. Mais en tout cas, ce que vous devez faire là aujourd'hui, c'est vous inscrire et remplir vos consos 2020 et 2021. Mais en tout cas, non, ça ne change rien. Ok, donc après une autre question, je pense que tu y as répondu déjà. Quand il n'y a qu'un compteur pour l'usine et bureau, on prend le total de consommation quand même. Difficile de il va falloir faire des répartitions. Il va falloir faire des répartitions. Et là, pour le coup, sauf à trouver une clé de répartition. J'atteins ma limite technique, mais je pense que… Alors, si vous voulez, hein, sur ces sujets, parce que je comprends que là, on rentre vraiment dans le dur technique, je ne sais pas si François a des éclaircissements là-dessus, mais en tout cas, la foire aux questions, elle est extrêmement longue. Allez dessus. Vous aurez déjà des informations techniques très complètes. Et sinon, interrogez vos référents. Non, nous, on se pose les mêmes questions aussi parce qu'on équipe beaucoup nos bâtiments en borne de recharge, par exemple. On n'a pas forcément de compteur dédié. Et bah, voilà, c'est vrai que c'est des questions qui se posent pour nous aussi. On n'a pas forcément la réponse. Okay. Ce qu'il faut vous dire juste pour
ajouter sur ce point, pour ceux que sans doute, hein, tout ceci stresse un peu, et c'est normal sur un nouveau dispositif juridique. 2022 est considéré, alors il ne reste plus beaucoup que de 2022, mais je pense qu'on débordera largement sur 2023, comme une année d'exercice. Hein. Donc, on n'a pas de notation en 2022 sur les années 2020 et 2021. On n'aura pas de notation. Donc, l'idée, là, sur les mois à venir, alors les mois précédents, mais très honnêtement, personne s'y est mis, nous non plus, ou alors les très bons élèves, et bravo à eux. Mais en tout cas, il faut rentrer dans l'outil. Il faut se poser ces questions, effectivement. Est-ce que je vais pouvoir mettre un sous-compteur? Quels sont mes apports énergétiques? Comment je peux retrouver mes factures? Comment je peux séparer ce qui est du process ou pas? Et si vous ne trouvez pas les réponses, allez à la pêche en priorité à l'administration. Et ensuite, effectivement, il y a tout un tas de bureaux d'études habituels que vous connaissez tous. Hein, vos bureaux de contrôle, ils font ça aussi, pour vous assister là-dedans. Mais pas de stress, il y a vraiment encore plusieurs mois, je pense, pour améliorer la copie. Ok, il y a encore quelques questions. Est-ce que les caves, greniers, comptes et les parties non chauffées? Trop technique? Alors, je n'ai pas entendu la première partie, excuse-moi. Est-ce que les caves, greniers, oui, les caves, comptes, non. les greniers, Non, comptes et les parties non chauffées? Non. Les parties non chauffées, oui. D'accord, donc ça c'était pour Antoine. Pouvez-vous revenir sur la modulation des objectifs, par exemple serre versus bâtiment industriel? Pas simple cette question, peut-être. Je n'ai pas compris la modulation des objectifs. Par exemple, les serres industrielles contre, en comparaison au bâtiment industriel. Je ne sais pas si la personne est encore là pour préciser sa question. Oui, je suis là. Une serre, c'est un bâtiment technique dans lequel on exerce une activité tertiaire de commerce. Donc forcément, on a ces contraintes techniques et on ne pourra pas, par exemple, isoler une serre. Par définition, ça n'a pas de sens. Donc, comment se calcule dans ce cas-là le coefficient? Enfin, j'ai appelé ça la modulation, mais peut-être… La modulation, oui, tout à fait. Alors là, honnêtement, c'est pareil, c'est très technique, donc là, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question là. Ce qu'il faut vous dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dossier technique de modulation, alors à vrai dire, je me défausse un peu, mais il n'y a pas toutes les réponses encore. Donc, ce n'est pas encore totalement clarifié textuellement parlant. Donc, c'est en ça que je dis qu'on est vraiment sur une année un peu brouillon. Et ce dossier technique, il devra être fait en 2026. Donc, je comprends tout à fait que vous vouliez avoir les données dès maintenant. C'est tout à fait normal. Donc, pour ça, allez voir sur la composition du bâtiment, du dossier technique. Et puis, il y aura sans doute des compléments qui vont paraître dans les textes ultérieurs. Voilà. Il y avait des questions aussi sur les données climatiques qui n'étaient pas clarifiées. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je préfère dire quand je ne sais pas que de dire n'importe quoi. C'est un leitmotiv. Donc, techniquement, allez voir là-bas. D'accord, merci. La période de référence est la même pour le gaz et l'électricité. On est d'accord, Julia, là-dessus? Oui. OK. Dans notre bâtiment, la consommation électrique et de chauffage est réalisée au millième. On part de ces données-là. Bah, écoutez, a priori, je pense que oui. Oui. Ensuite, la STD permet effectivement de reconstituer la conso pour le choix de l'année de REF et permet aussi de regarder l'impact des solutions. Ouais, ce n'est pas une question, ça, c'est plutôt une information d'un adhérent qui milite. Alors, toute l'énergie est concernée, point d'interrogation, même celle qui ne sert qu'à l'industrie, par exemple le gaz pour les chariots élévateurs. Ah non. Ah non, non, non. Les chariots élévateurs, non, c'est votre process industriel. Donc non, a priori, on ne le rentre pas dans la conso. Okay. Vraiment, alors, chariot élévateur, attention, hein, c'est pareil, il va falloir faire un distinguo. Hein. Chariot élévateur, si vous êtes sur un bâtiment de stockage logistique, c'est de la… Alors, il faut faire bien attention, je le redis. Hein, la définition du secteur tertiaire, elle est extensive. Donc, attention aux logisticiens. On a tendance à se considérer comme activité industrielle, ne serait-ce que parce que du point de vue de la réglementation installation classée, donc environnementale, on est considéré comme un site industriel.
Sauf que là, la logistique et le stockage, c'est considéré comme du tertiaire. Donc, si vous avez des chariots élévateurs dans votre process industriel, il n'y a strictement aucune raison. Donc voilà, vous êtes secteur secondaire, il n'y a aucune raison qu'on prenne en compte vos données de dépenses énergétiques. En revanche, si vous êtes dans un bâtiment de stockage et que vous avez une station de charge pour vos chariots, cette station de charge, elle va être prise en compte. Julia, j'ai encore 2 dernières questions, on s'arrêtera là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, attention, parce que celle-ci est peut-être technique. Est-ce qu'il y a une limite plancher sur le montant kilowattheure par mètre carré qui va être suivi, sur laquelle la réduction de 40% ne serait plus applicable pour les bâtiments récents qui seraient bien isolés? Si oui, quel est ce plancher? Sinon, en cas d'acquisition d'un nouveau bâtiment bien isolé et difficilement améliorable énergétiquement, sera-t-on soumis à de la même manière au non-respect des objectifs de performance? C'est Cédric Morand qui a posé la question. S'il est encore là, peut-être préciser à Julia des choses par rapport à sa situation. Oui, alors ça va être une pirouette, mais c'est aussi la modulation. C'est-à-dire que c'est le même principe de modulation. Si vous êtes sur un bâtiment qui est extrêmement vertueux en termes de dépenses énergétiques, alors le principe, c'est que vous êtes aussi concerné. Maintenant, si le seul moyen que vous avez, puisque vous avez déjà épuisé toutes les solutions pour avoir un bâtiment économe en énergie, vous avez des usages qui sont parfaitement organisé et donc vous n'avez pas de déperdition d'énergie et donc vous ne pouvez rien faire d'autre que finalement construire un autre bâtiment, là vous serez sur de la modulation pure et simple. Il n'y aura aucune possibilité de vous appliquer le pourcentage complet ou la valeur absolue. Donc c'est là je renvoie vraiment… la deuxième méthode de calcul qui était proposée tout à l'heure en valeur absolue. C'est ça? J'ai pas entendu, pardon François. C'est là qu'on part sur la deuxième méthode de calcul, pas sur année de référence, mais en valeur absolue, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et ce que vont dire les textes aussi, c'est que évidemment, va y avoir des modulations aussi posées par les textes en fonction des secteurs d'activité. Donc oui, là, évidemment, si on est sur un bâtiment neuf où on a vraiment tout travaillé au maximum, partir sur la valeur absolue et la modulation. D'accord, pardon. Cédric, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, je suis pas sûr de comprendre. Quand on parle de valeur absolue, c'est une valeur qui est définie par quelqu'un en particulier ou par arrêté ministériel. D'accord, c'est eux Vous qui allez avoir diront. une valeur qui va être donnée au kilowattheure par mètre carré, qui est déjà, si vous voulez aller regarder, valeur absolue 1 et 2, c'est déjà fixé pour certains secteurs d'activité. Donc, par secteur d'activité, par dizaine d'années, vous allez avoir une valeur. Donc, vous êtes bureau, vous allez avoir tant de kilowattheures par mètre carré à pas dépasser. D'accord. Ah, ça a coupé sur la fin, mais j'ai compris du coup. Merci beaucoup. Merci Cédric pour ta question. Alors, dernière question. Je disais c'est un seuil en fait. La valeur absolue, c'est un seuil. Oui, Il faut d'accord. rester en dessous du seuil. Voilà. Ok, merci pour la précision, Julia. Une dernière question. Nous sommes centre de formation. Le plateau technique logistique est-il à prendre en compte dans le calcul de surface? Le plateau technique logistique. Oui. Oui, Bertrand Mérémy. Oui, et oui, et oui. Et puis, bon, bah, écoute, je crois qu'on a brossé pas mal de questions. Je crois qu'on a été exhaustif. Attends, un ou deux nouveaux messages. Merci beaucoup, super. Si le bâtiment ou l'entreprise génère de l'énergie, panneaux solaires, est-ce pris en compte comme une sorte de style bonus-malus? Si vous êtes en autoconso, vous ne le prenez pas en compte. C'est-à-dire que si vous consommez votre propre énergie, évidemment, vous n'allez pas le prendre en compte. Et si c'est partiel, Julia, comment on fait? Alors, si c'est un bonus-malus, honnêtement, je ne sais pas s'il y a du bonus-malus sur les panneaux. Je pourrais aller regarder. Au besoin, on se le redira. Allez, vraiment la toute dernière. Concernant les indicateurs d'usage, comment les trouver et les renseigner? Pour l'instant, à mon sens, les indicateurs d'usage, vous voulez dire des salariés, des occupants? Je sais pas si c'est vrai que moi, je suis dans le flou sur cette question. J'attends que l'adhérent précise peut-être. Allô, allô? Monsieur Masquien? Bon, ben, j'ai pas de précision à te donner, Julia. Alors, sur
sur l'usage, hein, parce que peut-être si je comprends la question, c'est est-ce que finalement les usages et les usages vertueux sont précisés. Il n'y a pas de liste prédéfinie aujourd'hui, donc c'est pas cadré. Donc il va falloir le définir en fonction de son type d'occupation, de son type d'usager et le mettre en musique. Je sais plus. Alors, il y a une précision Non, il n'y a pas de de liste. l'adhérent. Non, il n'y a pas de liste. Ouais. Non, j'ai vu votre question. Il n'y a pas de liste aujourd'hui. Il n'y a pas de liste prédéfinie. Maintenant, bon, ça commence à être plus clair dans les documents de formation qu'on a sur les sites que je vous ai cités, hein. Donc, il y a déjà des bonnes idées. Nous, on y travaille, par exemple, chez Fidal. Il y a déjà largement de quoi faire. Mais en tout cas, pour répondre à votre question précisément, il n'y a pas de liste réglementaire qui soit sortie. Ok. Bon, bah, Julia, si tu permets, on fait la conclusion. Julia et François, bon, merci à tous, à toutes. Pour toute question ultérieure, bah, vous avez bien compris que Fidal peut vous répondre aussi, hein. Voilà. Peut-être prochain rendez-vous pour les adhérents, la rentrée ECO le 22 septembre à Feugerolles-Bully avec plein d'ateliers. Voilà, une nouvelle formule. Je vous enverrai aussi par mail des informations sur cet événement régional. Il me reste à vous remercier, François et Julia. Un grand merci pour ce webinaire qui, je pense, va apporter plein de réponses à toutes ces questions. Et je vous laisse le mot de la fin. Bah, j'espère que ça aura répondu effectivement au moins pour partie à vos questions et au moins que ça vous aura aiguillé, parce que c'est vrai que sur si peu de temps, c'était difficile de rentrer vraiment aussi dans le détail. Et comme on l'a dit, il y a autant de cas particuliers que d'activités, mais j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt peut-être. François, un petit mot ? Merci à toutes et à tous. J'espère que notre petit outil va vous faire gagner du temps et vous aider dans ces démarches qui sont toutes complexes. Et moi, pour conclure, merci à toutes et à tous. Et c'est vrai que sur le plateforme Opéra, on a une fac qui est très développée avec beaucoup de cas concrets. Donc, je vous invite aussi à regarder cette foire aux questions sur les sites Opéra. Un grand merci à tout le monde et puis une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Le CEREMA. Pardon ? Voilà. Julia ? Ça coupe un peu. Julia ? Non. Eh bien, écoutez, on va arrêter là-dessus. Excellente journée. Merci, oui, ça a été, oui, ça coupe. Merci. Allez, au revoir, à bientôt. Merci encore. Oui, Julia. Oui, bah sur la fin, pas trop. Dis-moi ce que tu voulais dire. Non, non, mais ça a été globalement, qu'est-ce que tu voulais dire? Comme ça, je vais l'envoyer avec le mail. CEREMA. C'est un site internet, c'est ça? Super. Donc, c'était top, hein. Moi, je trouve qu'en 1h15, c'était top. C'était pas un exercice facile, honnêtement. Bravo à toi. C'est toujours impressionnant. Et moi aussi, je suis content. Souhaites-tu avoir le replay éventuellement pour tes, je sais pas, je dis ça pour tes clients éventuellement ou pour toi en aide-mémoire, je sais pas. Ça ne mange pas de pain. Ouais, voilà. Et ça, voilà, que ça soit mis à profit cette heure de. Et puis s'il y a d'autres sujets, Julia, tu vois, je te lâche rapidement, mais s'il y a d'autres sujets qui peuvent être intéressants dans un écosystème, tu vas me coordonner et on lance les choses. Merci à toi.
Moi, je suis preneur. Il faut qu'on arrive à faire vivre tout ça, hein, également. Allez, merci à toi. Excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bien, bah, écoutez, pour les deux derniers adhérents ou ex-adhérents, je vous souhaite une bonne journée. À très, très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis voilà, j'ai tout dit. Allez, je coupe. Merci, à bientôt. Au revoir.